Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elio Screccia. Bioéthique et avortement. Le point de vue de la bioéthique. Il s'agit d'examiner si l'embryon humain est ou n'est pas une vie humaine individualisée dès le premier moment de la fécondation. Et dans le cas affirmatif, vérifier s'il existe des circonstances où la suppression ou l'interruption volontaire de grossesse peut être licite et acceptable du point de vue éthique. Le nouveau-né, le nouveau conçu à la lumière de la génétique et de la biologie humaine. La première donnée incontestable, mise clairement en évidence par la génétique, est la suivante. Au moment de la fécondation, c'est-à-dire de la pénétration du spermatozoïde dans la cellule œuf, les deux gamètes des parents forment une nouvelle entité biologique, le zygote, qui porte en lui un nouveau programme individualisé, une nouvelle vie individuelle. Il est d'observation commune que le premier événement dans la formation d'un individu humain est la fusion de deux cellules hautement spécialisées, l'ovocyte et le spermatozoïde, au travers du processus de la fécondation. À une première phase de rencontre favorisée par des récepteurs spécifiques à l'espèce, présents dans la zone pellucide qui entoure l'ovocyte, par des protéines liantes présentes sur la membrane externe des spermatozoïdes et par des enzymes protéolytiques et glycolytiques libérées par des structures particulières présentes dans la tête des spermatozoïdes, dit acrosome, fait suite la pénétration de la tête du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. À peine cette pénétration accomplie, une chaîne d'activités se met en route qui indique de toute évidence que ce ne sont plus les deux systèmes qui agissent indépendamment l'un de l'autre, mais qu'il s'est formé un nouveau système qui commence à agir comme une unité appelée précisément zygote ou embryon unicellulaire. Les deux cellules gamétiques possèdent chacune en elles un patrimoine bien défini, le programme génétique regroupé autour des 23 paires de chromosomes. Chaque cellule gamétique possède une moitié du patrimoine génétique par rapport aux cellules somatiques de l'organisme des parents et est dotée d'une information génétique qui diffère qualitativement de celle des cellules somatiques des organismes paternels et maternels. Ces deux gamètes sont différents entre eux, différents des cellules somatiques des parents, mais complémentaires entre eux, une fois unis, mettent en action un nouveau programme qui détermine et individualise le nouveau conçu. Il n'existe pas le moindre doute sur la nouveauté de ce projet-programme résultant de la fusion des 23 paires de chromosomes. Et le nier serait renier les résultats certains de la science. Les 46 chromosomes du zygote représentent en effet une combinaison qualitativement nouvelle d'instructions qui, en termes techniques, s'appelle génotype. Cette nouvelle combinaison est capable de donner un nouveau schéma de structure et d'activité
à la cellule qui le possède. Le nouveau système n'est pas une simple somme des deux sous-systèmes. Il commence à agir comme une nouvelle unité. Le centre biologique ou structure coordonnante de cette nouvelle unité est le nouveau génome, avec l'information essentielle et permanente pour la réalisation graduelle et autonome de ce projet, que l'embryon lui-même réalisera graduellement durant tout son développement. Le fait le plus important qui mérite d'être signalé est que ce nouveau programme n'est pas inerte ni exécuté à l'aide des organes physiologiques maternels qui se servent du programme, de la même manière qu'un architecte se sert du projet comme d'un modèle passif, mais qu'il s'agit d'un nouveau projet qui se construit lui-même et qui en est lui-même le principal artisan. Bien que les systèmes d'information d'origine maternelle qui avaient porté l'ovule à maturation restent actifs pendant un certain temps, néanmoins, dès le premier moment de la fécondation, les systèmes de contrôle des zygotes entrent en action en assumant complètement le contrôle bien avant même la nidation. À partir de la formation des blastomères par reproduction-duplication, jusqu'à la formation du blastocyste et à la nidation, le pilote ou l'architecte de la construction est constitué par l'information génétique intrinsèque à la nouvelle réalité. Ce processus, qui a lieu entre le deuxième et le troisième jour après la fécondation, se poursuit les jours suivants à un rythme vertigineux, au travers de signaux qui se transmettent de cellule en cellule, celles-ci allant sélectivement se placer dans des régions bien précises de l'embryon. Les différentes cellules, toujours commandées par les instructions du programme génétique, vont acquérir leur détermination spécifique et leurs caractéristiques précises. Ce processus de développement possède trois propriétés biologiques particulières. 1. Coordination. Tout au long du processus de formation du zygote, il existe toute une succession d'activités moléculaires et cellulaires dirigées par l'information contenue dans le génome et contrôlées par des signaux provenant des interactions qui se multiplient sans cesse à chaque niveau, dans l'embryon et entre l'embryon et son milieu. C'est très précisément de cette conduite et de ce contrôle que dépend l'activité coordonnée de milliers de gènes structuraux qui impliquent et confèrent une nette unité à l'organisme qui se développe dans l'espace et dans le temps. 2. Continuité. Le nouveau cycle vital qui commence à la fécondation se poursuit sans interruption si les conditions nécessaires sont remplies. Les différents événements, par exemple la division cellulaire, la détermination cellulaire, la différenciation des tissus et la formation des organes, apparaissent bien évidemment les uns à la suite des autres d'une façon successive. Mais ce processus en lui-même de la formation de l'organisme est continu. C'est toujours le même individu qui est en train d'acquérir sa forme définitive. Si ce processus venait à s'interrompre à n'importe quel moment, il y aurait mort de l'individu. 3. Gradualité. C'est une loi intrinsèque au processus de formation d'un organisme pluricellulaire
que cet organisme acquiert sa forme finale en passant des formes plus simples à des formes toujours plus complexes. Cette loi de la gradualité de l'acquisition de la forme finale implique que l'embryon maintient en permanence, depuis le stade initial unicellulaire, sa propre identité et individualité durant tout le processus. Et instant après instant, suivant des rythmes établis à l'avance, le cycle vital du nouvel être se poursuit et celui-ci s'auto-construit en s'imposant la direction, les structures différenciées et la qualité de l'accroissement selon le dessin inscrit dans le génome depuis le moment de la fécondation. À l'aide de mécanismes de division ou de répression, le génome procède à la construction des différents organes en suivant un rythme plus ou moins accéléré. En conclusion, la rapidité du développement et de l'organisation est telle qu'à la fin de la 8e semaine, si aucune déviation due à une altération plus ou moins importante du programme lui-même, ou attribuable à des forces provenant d'une interaction anormale géno-cytoplasme-milieu ne vient s'interposer, l'organisation est terminée et l'embryon possède, bien qu'en miniature, toutes les structures caractéristiques de l'homme, avec un sexe bien défini, tel qu'elle se révèle à la fin de la grossesse.